Bonjour, on est le 7 juillet 2020. La température commence à se rafraîchir, se réchauffer petit à petit, avec les petites pluies qu'on a eues ces temps-ci, mais on avait toujours une petite chaleur, bon, adoucissante avec les pluies. Bon, maintenant, peut-être que la température va augmenter, mais il ne fait pas, il n'y a pas de canicule pour l'instant, donc il ne fait pas très 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 chaud. Tout est supportable pour l'instant, donc voilà. Ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc les lois de la conductivité électrolytique, euh, c'est-à-dire qui concerne les liquides. Donc, liquide, quand je dis liquide, c'est en solution aqueuse. Voilà, donc en fait, on peut faire une comparaison des lois électriques au niveau solide et des lois électriques au niveau liquide, c'est-à-dire de s'intéresser à des substances qui peuvent conduire mieux que les autres ou mieux que les autres. Voilà. Alors, si je prends les solides, vous connaissez les lois de la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. Eh bien, c'est valable, la loi électrique là, elle est valable aussi bien pour les solides que les liquides. Donc, j'aurai U est égal à R fois I. Bon, je rappelle que I, c'est le courant qui circule au travers d'une résistance que j'appelle R ici. Voilà. J'ai une résistance. Eh bien, on a un courant qui va passer, qui va engendrer une différence de potentiel au travers de la résistance. Bon, si la résistance conduit bien le courant, on aura une faible résistance, puisque c'est la résistance au passage du courant. C'est-à-dire que plus la résistance est petite et plus le courant va passer. Et si la résistance est grande, ça veut dire qu'elle offre une grande résistance au passage du courant, donc il y aura moins de courant qui passera. Et qui dit grand courant dit grande chute de tension au bord de la résistance. Hein. Et qui dit petit courant dira petite chute de tension au bord de la résistance. Voilà. Ça, c'est la loi d'Ohm qui est valable pour les liquides. Bon, les liquides, les liquides, dans les solutions aqueuses, c'est ce qu'on appelle des électrolytes. Hein. Alors, on a des substances électrolytes, c'est-à-dire qu'ils vont dissocier, qui vont apporter des charges pour que justement le courant puisse passer dans la solution. Alors, cette loi d'Ohm peut s'écrire aussi I est égal à U sur R. Voilà, si vous voulez rechercher le courant, connaissant la différence de potentiel et la résistance, mais vous pouvez trouver le courant de passage. Donc, le courant de passage, qui sont la mobilité des électrons au travers de la résistance. On a une certaine mobilité des électrons, une quantité d'électrons qui sont mobiles, voilà, une quantité d'électrons qui sont mobiles, qui vont traverser cette résistance. Alors, si j'écris ça en indiquant, en spécifiant correctement l'inverse de la résistance, là j'ai l'inverse, donc c'est I est égal à 1 sur R fois U. Et donc, ceci, je peux, l'inverse d'une résistance, je peux le mettre I est égal à G fois U. Bon, alors la résistance, c'est en ohms, voilà, en ohms. Bon, si c'est au pluriel, vous mettez S, hein, c'est 20 ohms. 20 ohms, c'est des ohms avec S à ce moment-là. Alors, la conductance, c'est en Siemens. Voilà. Donc, pas confondre la résistance et la conductance, puisque la résistance, si elle est grande, elle offre une grande difficulté au passage du courant. Mais inversement, si la résistance est grande, c'est que la conductance est petite. C'est que, en fait, euh, si la résistance est grande, c'est que la conductance est petite. Puisque G vaut 1 sur R. Si la résistance est grande, c'est que la conductance est petite parce que c'est une loi. Ils sont inversement proportionnels l'un de l'autre. Ils sont inversement proportionnels l'un de l'autre. Bien sûr, la résistance dépend du matériau. Hein. Bon, dépend du matériau, de la température. Voilà, pour les solides. Pour les solides, elle dépend de la température et voilà, résistance. Alors, pour les électrolytes, on aura la même chose. On aura
I est égal à U sur R, I est égal à 1 sur R fois U, et I est égal à G fois U, et R est en ohm, et G est en Siemens. R est la résistance, et G la... Voilà. Ça, c'est la loi, ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Elle s'applique aussi bien pour les solides que pour les liquides. Pour les liquides, c'est-à-dire des substances qui vont se dissocier dans une solution aqueuse, pour pouvoir conduire voilà, des charges. Les charges vont passer d'une électrode à l'autre. Alors, ça c'est la loi d'Ohm. C'est valable pour les solides. Maintenant, il y a une autre loi qui est la loi de Pouillet. La loi de Pouillet, pour les solides, ben, on sait calculer la résistance qui vaut ρ est égal à R égale ρL sur S. Alors qu'est-ce que c'est que ce ρ? Ben, c'est la conductivité du matériau. Ben, le cuivre ne conduit pas de la même manière que l'aluminium. En général, les conducteurs, ce sont les métaux. Les métaux sont conducteurs. Le plastique ne conduit pas. Voilà. Pourquoi il ne conduit pas? Parce que justement sa résistance est tellement grande qu'elle offre une forte difficulté au passage du courant. Voilà, c'est pour ça que le courant ne passe pas au travers d'un matériau tel que les plastiques. Mais le ρ ici, c'est ce qu'on appelle la résistivité. La résistivité, plus elle est grande, et plus la résistance est grande. Donc, un matériau, plus sa résistivité est grande, plus sa résistance est grande, et plus le courant passera mal. Voilà, il passera mal. Parce qu'en fait, la résistance est grande. Puisque du fait que la résistivité, si elle est grande, ben ça induit que la résistance est grande. Et si la résistance est grande, ben c'est qu'elle offre une grande résistance au passage du courant. Le courant passera très faiblement. Ou pas du tout. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Pouillet. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est que le L? Mais c'est la longueur parcourue par le courant. La longueur enfin, si c'est un fil ou un câble, peu importe, c'est la longueur du fil. La longueur du fil fait qu'on a une certaine longueur, et S étant la section du conducteur. Voilà, la section du conducteur. Et donc ça, c'est la loi de Pouillet. Et alors, bon, ça fait intervenir ce qu'on appelle la résistivité. La résistivité ρ. La résistivité, bien sûr, si vous voulez les unités, ben, il suffit de faire RS sur L. Or, R est en ohm, voilà. Hein, ohm, ça s'indique comme ceci, avec un oméga comme ceci. S, c'est la surface. Je vais la mettre en mètres carrés. Hein, voilà. Et la longueur, c'est en mètres. Ce qui fait qu'on a des ohms mètres. Mais généralement, on peut exprimer à la place de ohms mètres, on peut mettre en ohms centimètres. Hein. Mais calculer en ohms centimètres. Voilà. Et dans les électrolytes, je vais utiliser des ohms, voilà, des ohms centimètres. Alors, faisons l'analogie. Oui, il y a encore une chose à rajouter avant d'entamer les électrolytes, mais l'inverse d'une... Bon, donc ça veut dire que quand la résistivité est grande, ben, la résistance est grande. Donc ça veut dire qu'il n'est pas bon conducteur. Il est moins bon conducteur si la résistivité est grande, donc la résistance est grande. Il devient moins bon conducteur. Donc ici, là, oui, bien sûr, le ρ, il dépend d'un matériau. Hein. Il faut faire des analogies par rapport, enfin des comparaisons, je m'excuse, des comparaisons par rapport à différents matériaux, le cuivre, le zinc, voilà, les différents métaux, l'aluminium. Vous faites passer voilà, du courant sur différents matériaux. Vous allez voir qu'il y en a qui, pour la même section, même longueur de fil, vous allez voir qu'il y en a qui conduisent mieux que d'autres. L'or, etc., etc. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle, ça c'est la résistivité, ρ, la résistivité, mais je peux définir l'inverse de la résistivité, qui est ce qu'on appelle la conductivité. La conductivité. Voilà. Eh bien, dans les électrolytes, c'est pareil. Donc, dans les liquides, solutions liquides, qui sont des électrolytes qui vont se dissocier, on a ces lois-là qui sont d'actualité. Donc, on aura ρ, L sur S, ρ est égal à RS sur L. Hein. Donc c'est-à-dire que ρ s'exprime ici en ohms. Je vais mettre en ohms centimètres, hein, plutôt qu'en ohms mètres. Voilà, en ohms centimètres. Et là, ça va s'exprimer en ohms fois des centimètres. Alors, l'inverse, le 1 sur ρ,
va s'exprimer en ohm-1 centimètre-1. Donc ça, ce sont des ohm-1 centimètre-1. Ohm qu'on exprime par oméga. Voilà. Bon, si je résume un petit peu la chose, vous voyez que c'est la même chose, hein, il y a une analogie. Les lois électriques ne changent pas parce que vous êtes dans une solution aqueuse avec un électrolyte. Hein. Ça ne change pas. Les lois électriques sont les lois électriques. Elles sont valables aussi bien pour les solides que les liquides. On a la loi de D'Ohm, la loi de Pouillet. Donc je vous ai dit que la conductance est en Siemens, la résistance est en ohm. Ohm qu'on peut mettre, bien sûr, comme je vous ai dit, comme ceci. Hein. Voilà. La résistivité qui est en ohm centimètre ou ohm mètre, hein, peu importe comment on voit la chose. Et alors, ici, on a l'inverse d'une résistivité. Et là, on est 1 sur des ohms mètres. Voilà. On a 1 sur des ohms mètres. Bon, si je mets en centimètres, c'est 1 sur des ohms centimètres. Ce qui veut dire des ohms moins 1, centimètre moins 1. Ou des ohms moins 1, centimètre moins 1. Alors, l'inverse des ohms, mais c'est l'écriture inverse des ohms. C'est-à-dire que ohm s'écrit H-O-M, ben, l'écriture inverse de ohm, c'est mot, des mots. Ouais, c'est l'écriture inverse. Donc, les ohms, c'est une ancienne unité. Hein, bon, c'était des mots. On pouvait écrire mots. Bon, si c'était au pluriel, c'est des mots. Des mots. Et alors, comme c'est l'inverse, ben, c'est un oméga à l'envers, si vous voulez. C'est un oméga à l'envers. Voilà, comme ceci. Bon, mais ça, ce sont les anciennes unités, hein, des mots. Parce que maintenant, on parle plus de mots, on parle de Siemens. Hein. On parle de Siemens. Siemens, centimètre moins 1. Ou de Siemens par centimètre. Hein. Voilà. Ça, c'est la conductivité. La conductivité qui donne, qui est l'inverse de la résistivité. La résistivité, plus elle est grande, ça veut dire que la résistance est grande. On a une mauvaise conduction. Donc, la conductivité n'est pas bonne. Donc, ça donne une notion de conductivité. Quand la résistivité est grande, mais comme c'est l'inverse de la conductivité n'est pas bonne. Donc, on a une faible conductivité. Par contre, voilà, en valeur. Mais si la résistivité est petite, ben, on a une grande conductivité en valeur parce que c'est l'inverse. Bon, ceci étant dit, vous voyez que les lois électriques sont, on va dire, analogues pour les solides et les liquides. Je vois pas pourquoi ça devrait changer. Hein. Alors, maintenant, sachant ceci, on va mettre un électrolyte. Alors, le rho, bien sûr, il dépendait pour les solides de la température. Mais ici, bon, comme on est dans les liquides, c'est pas tout à fait la même forme. Donc, je vais maintenant en venir exclusivement aux liquides. Faisons les liquides, donc les électrolytes, hein, une substance qui conduit une solution dans une solution aqueuse qui conduit. Voilà. Alors, les liquides, ben, tout comme les matériaux, il y a des matériaux bons conducteurs et des matériaux qui ne sont pas bons conducteurs, qui sont mauvais conducteurs et d'autres qui sont complètement isolants. Mais pour les électrolytes, c'est pareil. Hein. Bon, un électrolyte, bon, vous avez des électrolytes qui sont, par exemple, des acides, des bases et les sels. Ouais, mais on peut avoir des acides forts. Et les acides forts, ben justement, ils vont se dissocier fortement. On va avoir beaucoup de porteurs de charge dans le, comment on appelle ça, dans le... Alors, je vous rappelle que pour avoir un électrolyte, on va faire une solution comme ceci. Voilà, je mets une solution. Je vais mettre une pile. Voilà, je mets une pile. Voilà, je mets une pile et je mets une solution, hein, là, que je vais mettre un électrolyte. Un électrolyte, bien sûr, je vais raccorder la pile. Hein, bon, je vais vite faire le petit dessin. Voilà. Alors, je vais mettre la polarité. Je vais mettre une électrode ici, positive.
Voilà. Que je vais raccorder, bien sûr, avec des pinces crocodiles. Hein. Je vais mettre des, voilà, des pinces crocodiles comme ceci. Je vais mettre des pinces crocodiles. Voilà, je vais mettre une pince crocodile ici, attachée. C'est une pince crocodile, c'est une pince, une pince d'électronique. Hein, avec un fil et une pince crocodile ici qui va attacher, une pince crocodile qui s'ouvre et qui se ferme, hein, bon, avec des dents. Pour bien accrocher, ça accroche bien. Alors il y a les petites pinces crocodiles et les grosses pinces crocodiles. Les grosses pinces crocodiles, c'est les grosses pinces de batterie. Voilà, mais il y a les petites pinces électroniques bon, qui sont miniatures. Voilà, alors ça, on a une électrode ici, hein, plongée bien sûr dans une solution liquide, bien sûr, parce que justement c'est un électronique. Et cette solution liquide, ben, je vais mettre un sel, NaCl. Bon, le NaCl déjà sous forme de cristaux, c'est une liaison ionique. Hein. Ce sont des liaisons ioniques, donc c'est du Na+Cl-. Les cristaux sont sous forme de Na+, Cl-, Na+Cl-, sous forme d'une structure bien donnée de cristal. Mais ça, c'est quand il est solide, bien sûr. Maintenant, quand il est liquide, ben, il y a une dissociation, je veux dire, en Na+Cl-. Alors pourquoi on a Na+Cl- dans le cristal? Parce que c'est une liaison ionique. On a la différence d'électronégativité entre Na et Cl qui est supérieure à 1,7. Donc on a une liaison ionique. Donc on retrouve, on a une attraction, une très forte attraction des électrons qui donnent des ions. C'est pour ça qu'on a du Na+Cl- en solide. En solide. Mais ici, c'est tout à fait normal qu'on a Na+Cl- en liquide parce qu'il est dissocié dans de l'eau. Le solvant, la théorie d'Arrhenius-Oswald, dit que bon, quand on met voilà, un électrolyte dans une solution aqueuse, mais la première des choses qu'il va faire, c'est se dissocier. Et il va donner des charges. Et c'est pour ça que justement, on va avoir une certaine conduction. C'est parce qu'il va avoir des charges. Bon, alors, un électrolyte fort, justement, on va avoir beaucoup de charges. Il va avoir une tendance à se dissocier complètement. Donc on aura une dissociation qui est presque complète, ou complète, hein, peut-être soit complète ou presque complète, voilà. Voilà. Et quand on a un électrolyte fort, ben, la tendance est d'une dissociation complète. Dissociation complète, voilà, des charges, et donc c'est fortement conducteur. Voilà, donc on a les électrolytes, les acides forts, par exemple, qui vont donner voilà, de très bonnes conductions. Les acides faibles qui vont très peu conduire, les bases fortes qui vont fortement se dissocier, et les bases faibles qui vont se dissocier dans une moindre mesure, les sels qui vont se dissocier dans une... voilà, qui vont se dissocier suivant une certaine mesure. Alors, ceci étant dit, donc on a les acides bases sel, mais un acide fort conduira fortement. Une base forte conduira fortement. Une base faible conduira faiblement. Un acide faible ne conduira faiblement. Voilà. Alors, ceci étant dit, les sels vont se dissocier aussi. Hein. Tout va se dissocier, que ce soit les acides bases ou les sels, ils vont tous se dissocier. Maintenant, faisons... donc on met une électrode, bien sûr, mise sur le plus, hein. On aura le plus ici, et donc ça c'est l'électrode positive. Voilà, là c'est le plus, la polarité plus de la batterie ou de la pile. Batterie c'est un ensemble de piles. On peut mettre un ensemble de piles, bon ça dépend, voilà, voilà. Mais ici c'est une pile, c'est une bête pile. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une seconde électrode. Pour l'instant, il n'y a pas de courant qui passe, hein, parce que pour avoir un courant qui passe, il faut fermer le circuit, et il faut, voilà, faut fermer le circuit. Le circuit n'est pas fermé. Je vais du plus, je vais à l'électrolyte, mais après, bon, il n'y a pas de retour. Or, l'électricité nécessite, je veux dire, un circuit fermé. Donc ici, on va mettre un circuit fermé. Voilà, qui est une électrode qui est négative. Et là, je vais raccorder avec toujours une pince crocodile
et un petit fil, la polarité négative, et là on a à l'extrémité une pince crocodile. Donc on a, si vous voulez, deux fiches avec deux pinces crocodiles à leurs extrémités, de manière à bien accrocher, je veux dire, les électrodes. Et là on a l'électrode positive et l'électrode négative. Qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, les ions négatifs, là quand on a ça, que la pile fonctionne, bien sûr, il faut que la pile fonctionne, eh bien l'électrolyte, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va avoir une migration des ions. Les ions négatifs, mais ils voient du positif, les positifs, les ions négatifs et positifs vont s'attirer l'un l'autre. Donc le négatif et le positif vont s'attirer et on va avoir une migration des ions négatifs vers l'électrode positive. Donc ce qui veut dire que les anions vont être attirés par l'électrode positive. Voilà, et les cations vont être attirés par l'électrode, si vous voulez, positif. Voilà. Donc, je répète, les anions vont être attirés par l'électrode positif. Donc, comme les anions vont sur l'électrode positive, et qu'on fournit du courant, bien sûr, hein. Faut fournir du courant. Fournir du courant, parce que ça a son importance, parce qu'il y a, voilà, il y a la réversibilité qui fait que, bon, on a une, voilà, l'anode ne sera plus l'électrode positive, hein. Voilà, ici, c'est parce que il reçoit du courant. Il reçoit du courant. Mais s'il devait donner du courant, c'est pas la même chose. Mais donc ici, il reçoit du courant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais là, le plus est anode. Anode, pourquoi? Parce qu'il attire les anions. Et vous aurez compris que l'autre, ben, le moins attire le plus, ou le plus est attiré par le moins. Donc, ce qui veut dire que là, on va voir les cations, qui sont les Na+, vont être attirés par l'électrode négative qui est la cathode. Voilà. Donc on a l'anode et la cathode. L'anode qui est plus et la cathode qui est positive, qui est négatif. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au sein de la solution, eh bien, on va avoir une migration, bien sûr, comme je vous ai dit. Et qui dit migration, dit mobilité. Qui dit mobilité, dit courant. Qui dit mobilité de charge, dit courant. Qui dit mobilité de charge, dit courant. Et donc, on a bien un courant qui va circuler dans un liquide. Donc, on aura un courant qui va passer de plus vers le moins, voilà, et qui va faire ceci. Donc, on a bien le passage à courant, mais au travers, bien sûr, des migrations, voilà, des migrations des porteurs de charge qui vont aller soit à la cathode ou à l'anode. Et donc, on va avoir une circulation, si vous voulez, de comment on appelle ça, de porteurs de charge. C'est les porteurs de charge qui vont circuler et qui vont faire en sorte que, comme on a une mobilité, eh bien, on a une mobilité, ben, on a une circulation de courant, si vous voulez. Une circulation de courant. Voilà, et donc ça veut dire que là, l'électrolyte est conducteur. Bah, alors maintenant, il faut savoir s'il est bon conducteur ou mauvais conducteur. Ben, ça dépend de la nature du liquide, de l'électrolyte, la nature de la substance. C'est comme pour les solides, ben, ça dépendait du matériau. Mais ici, ça dépend de la substance. Parce qu'ici, on ne parle pas de matériau, puisque c'est un liquide. On parle d'électrolyte. Voilà, donc, aussi bien pour les solides, ça dépendait de la nature du matériau, mais ici, ça dépend de la nature de la substance. Donc, il n'y a rien qui change jusqu'à présent. Alors maintenant, pour, comment on appelle ça? Oui, il y a juste un petit truc. La loi de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, rappelez-vous, je vous avais dit R égale ρ L sur S. Ouais. Ben, rappelez-vous que c'est l'ancienne unité. Ici, la résistivité, c'est en ohms centimètres, ou en ohms mètres, hein, ohms mètres. La résistance, c'est en ohms. Ouais, noté par un oméga. Donc ici, on aura des ohms mètres fois des mètres carrés sur des mètres. Non, fois des mètres sur des mètres carrés, je m'excuse. Voilà. Et là, vous voyez bien que des mètres fois des mètres carrés, des mètres fois des mètres, ça fait des mètres carrés divisé par des mètres carrés, ça fait bien l'unité. Une fois des ohms fait des ohms. Donc on a bien des ohms. Vous voyez que c'est respecté. Mais quand on avait des solides, en solide, mais qu'est-ce que c'était que le L? C'était la longueur du fil. Qu'est-ce que c'était que le S? C'était la section du fil ou du câble. Bon, un câble, c'est plus gros qu'un fil. Hein. C'est juste ça, en section. Ça fait circuler, dans les câbles, vous faites circuler de très gros courants.
Voilà, c'est juste ça. Plus il est gros le câble, et plus vous savez mettre du courant à l'intérieur. Voilà, et plus il faut le protéger, bien sûr, parce que ça devient dangereux. Donc on mettra plusieurs couches, si vous voulez, de plastique. C'est pour les câbles. Qui sont dangereux, voilà. Parce qu'il y a différents effets. Il y a différents effets électriques et magnétiques. Voilà, donc ici, et en plus de ça, bon, il faut les protéger, pas uniquement vis-à-vis de l'être humain, vis-à-vis de son environnement, mais il faut le protéger vis-à-vis de... Parfois, il y a des câbles blindés. Hein. Des câbles blindés, parce que s'il y a des pelleteuses qui viennent... Enfin, une pelleteuse, ça va complètement le détruire, mais un coup de bêche, bon, généralement, on ne met pas directement une pelleteuse, bon, on va bêcher d'abord pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Hein. Voilà, parce que une pelleteuse dans un mauvais renseignement d'une conduite de gaz pour faire sauter la conduite de gaz. Si le gars vient avec une pelleteuse directement taper voilà, sur l'argile, ben il va péter la conduite de gaz. Si elle a été mal renseignée dans un plan, par exemple. Voilà, si elle a été mal renseignée dans un plan, ou si on est passé, si elle était, bon, elle est déviée de quelques mètres ou quelques centimètres, ben, c'est pour ça qu'on va avec la pelle. Et avec une pelle, il n'y a pas de problème. Si vous avez des câbles électriques, ben, vous pouvez taper sur le câble électrique. Pourtant, vous ne tapez pas très très fort, mais s'il est blindé, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une, voilà, il y a une couche protectrice, je veux dire, voilà, en acier, voilà, en tôle d'acier qui viendra, je veux dire, faire en sorte que, bon, il est blindé. Blindé. Il peut tenir, il a une certaine résistance. Voilà. Alors, ça c'est pour les solides. Ce que je disais, c'est pour les solides, c'est R égale ρ L sur S. R égale ρ L sur S. Ouais, mais je vous avais dit que L c'est la longueur du câble ou du fil, S c'est la section du câble ou du fil. Voilà. Mais ici, qu'est-ce que c'est que le L? Le L, c'est la distance entre les deux électrodes. La distance entre les deux électrodes. C'est ce qu'on appellera le D. Ce sera juste ça, une petite différence. Et que, bon, c'est quoi le S, c'est la section des électrodes ici. C'est la section des électrodes. C'est la section des électrodes. L, c'est la distance entre électrodes. C'est juste ça, bon, la petite différence, mais bon, ça, c'est pas une très grande différence. Hein. Voilà. Donc, je vous ai dit que la nature de la substance va influencer la dissociation. Donc, va influencer la conductivité et donc le passage du courant. Donc, une dissociation très forte apportera des charges et donc on aura un meilleur passage du courant. Donc, la nature de l'électrolyte, si vous voulez, il influe sur le passage du courant, donc sur la conductivité. On aura une bonne conductivité, plus il y aura le porteur de charge. Plus il y aura une dissociation à l'intérieur, et plus on aura une bonne conductivité. Voilà. Et la dissociation, c'est la théorie d'Arrhenius-Oswald. Un acide fort, ben, il va se dissocier fortement. Une base forte va se dissocier fortement. Donc un acide fort et une base forte, bon, vous comprendrez que ce sont des grands conducteurs et donc fatalement le courant va passer facilement dans ce genre d'électrolyte. Bon, alors maintenant ceci étant dit, on sait bien qu'il y a la nature du matériau. Comme pour les solides, on parle de nature de matériau. Ici, on parle de nature d'électrolyte parce que c'est liquide. Maintenant, pour les solides, faisons encore une analogie avec les solides. Mais les solides, bon, vous comprendrez qu'il y a la loi de Mathisen. La loi de Mathisen, bon, la résistance est dépendante de la température. Fatalement, si la température change, mais je veux dire, on a une variation de la résistance. Une variation de la résistance. Mais ici, c'est un peu la même chose. Hein. Pour les électrolytes, s'il y aura en fonction de la température, on aura une variation de la résistivité. Bon, alors maintenant, on va définir quelque chose. L'inverse de la résistivité, ce qui est la conductivité. Conductivité, pour un électrolyte, je peux appeler ça conductivité spécifique, il n'y a pas de problème. Conductivité spécifique, pour la différencier avec la conductivité voilà, des solides. Ouais, ici, je vais appeler ça qui, ou je peux l'appeler sigma. Bon, généralement, dans la littérature, on peut retrouver sigma ou qui est 1 sur ρ. Ben, de toute façon, vous retenez que, peu importe l'appellation, le qui, c'est la conductivité. Conductivité spécifique ou sigma, ρ ou sigma, peu importe. Et là, on commence à entrer dans les électrolytes, on commence à entrevoir quelque chose qu'on n'a pas dans les solides. Je vais vous dire pourquoi. Bon, un liquide, bon, le qui, on vient de dire que
c'est 1, je vais prendre le qui plutôt que sigma, hein. Voilà. C'est 1 sur ρ. Donc le ρ, c'est en ohm mètre, voilà, qui est, si vous voulez, en ohm moins 1, mètre moins 1. Bon, on peut mettre des centimètres, hein. On peut mettre des centimètres, c'est pas, ça change rien. Enfin, ça change, mais il faut tenir compte d'un 10 exposant 3. Parce que pour aller de mètre au centimètre, il y a 10 exposants, voilà, 3. Voilà. Alors, il y a un facteur 1000 entre mètre et centimètre. Donc, fatalement, il faut tenir d'un facteur 1000. Alors, c'est juste ça. Hein, il y a un facteur d'échelle. Mais ici, si je mets en mètres, ben, c'est ça. Maintenant, bien sûr, avec les électrodes, ben, la distance, elle est en centimètres. Hein. Je vous ai dit que la distance interélectrode, elle est en centimètres. Donc, on parlera plutôt, bon, c'est des petites distances. Voilà, des petites sections. Donc, on parlera plutôt de ceci. Au moins 1, centimètre moins 1. Rappelez-vous que les anciennes unités, c'était des mots. Des mots. Au moins 1, c'est des mots. Mais ça, ce sont les anciennes unités. Les unités actuelles sont le Siemens, voilà, centimètre moins 1. Voilà. Ça, c'est pour la résistivité. La résistivité, elle est en ohm mètre, donc la conductivité sera en ohm moins 1 et moins 1, mètre moins 1. Ou si vous voulez, la résistivité sera 1 sur des ohms par centimètre, là je mets tout en centimètres, ohm moins 1, centimètre moins 1, donc des mots centimètre moins 1, ou des, si vous voulez, des Siemens centimètre moins 1. Et voilà. Et ça, c'est la conductivité. La conductivité. Alors, pas confondre la conductivité et résistivité, parce que je vous ai dit tout à l'heure, elle est inverse. Quand la résistivité augmente, la conductivité diminue, et quand la résistivité diminue, la conductivité augmente. Voilà. Alors, cette conductivité spécifique, et c'est là que va intervenir une notion très importante, c'est que quand on prend une solution, ben, on a une solution aqueuse. Bah, généralement aqueux, hein, le solvant, généralement, c'est de l'eau. En général, pas toujours. Mais bon, voilà, faut voir parce qu'il y a il y a des substances qui ne se dissolvent pas. Voilà. Mais en général, pas. Généralement, le solvant, c'est de l'eau. Voilà. On peut utiliser des autres solvants, voilà, qui vont dissoudre, mais ben, généralement, c'est l'eau. Alors, vous comprendrez que il y a deux substances là. Un électrolyte, c'est la formation de deux substances. Puisque je vous ai mis ici du sel, Na+, Cl-, sous forme de poudre. J'ai mis de la poudre. Et bien sûr, on a mis de l'H2O. On a le soluté et le solvant. Voilà. On a un soluté et un solvant. Et là, ça donne une solution. Bien sûr, on va agiter, on va faire une agitation. Voilà. On va faire une agitation de manière à bien mélanger et bien dissoudre. De manière à ce que, bien sûr, il n'y ait plus de composants, je veux dire, solides dans la solution et que tout soit dissous au niveau du soluté dans le solvant. Donc, le problème, il est là. C'est qu'en fait, on a un soluté et un solvant. Voilà. Ce qui veut dire, enfin, le problème, c'est pas un problème justement, c'est toute la base de la chimie. Parce que quand on a un soluté et un solvant, nous on peut jouer avec l'un ou l'autre. Si vous mettez beaucoup de soluté, vous allez concentrer la solution. Vous allez avoir beaucoup de NaCl+, Cl-, Na+Cl- dans la solution. Alors vous pouvez comparer plusieurs solutions. Plus vous allez mettre de Na+Cl-, et plus, en fonction de plusieurs solutions, mais plus vous allez mettre de Na+Cl-, plus il y en aura d'autant plus que la solution sera d'autant plus concentrée. Donc on peut concentrer en sel, pour autant que, je veux dire, on augmente, je veux dire, la quantité de sel, mais on ne bouge pas la quantité d'H2O, bien sûr. Voilà, ça veut dire qu'on va concentrer. Maintenant, on peut avoir l'effet inverse. L'effet inverse, ben, je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc je vais jouer sur la deuxième substance qui est le solvant. Je rajoute de l'eau. Mais si on rajoute de l'eau, on a un volume plus important, contenant, si vous voulez, moins de sel, parce qu'on a augmenté le volume, mais parmi ce volume qu'on a augmenté, c'est le solvant. Donc la quantité de soluté dans le solvant
est moindre parce que le volume a augmenté de solvant, mais la quantité de sel est restée la même. Donc on a une quantité de sel dans un plus grand volume, donc on a ce qu'on appelle fait une dilution. Rajouter de l'eau, c'est diluer, c'est diminuer la concentration de Na plus Cl-. Voilà. Et donc là, on peut faire ça avec les substances électrolytes parce qu'elle est composée d'une solution qui est composée d'un soluté et d'un solvant. Alors que on ne parlera pas de concentration pour comment on appelle ça, les matériaux solides. Hein. Il n'y aura pas de concentration. On ne parlera pas de... Parce que là, il y a deux substances. On peut jouer justement avec l'un ou avec l'autre. On peut jouer avec l'un avec l'autre. Par contre, dans les solutions, dans les solides, quand on a une résistance, c'est soit un amalgame de matériaux, ou soit un matériau pur. Par exemple, je prends le cuivre pur, de l'aluminium pur, de l'or pur, ou un amalgame. Je peux faire un amalgame, mais je veux dire, on va pas commencer à faire des mélanges. Voilà, oui, à la fabrication, c'est ce qu'ils font. Pour construire un matériau bien précis, ils font des tests sur des différentes concentrations de matériaux solides pour essayer d'avoir l'amalgame, oui, à la construction, mais une fois que c'est construit, je veux dire, ils vous fournissent, je veux dire, la résistance telle qu'elle. Vous allez acheter une résistance avec des matériaux, des caractéristiques bien précises. Voilà. Mais en chimie, ça va pas comme ça. En chimie, vous êtes l'acteur même de la construction de votre électrolyte. C'est-à-dire que vous pouvez en modifier à tout moment, comme il s'agit que tout simplement d'inversement de substances, mais vous pouvez modifier au laboratoire, comme bon vous semble, je veux dire, la concentration. Voilà, puisque c'est un liquide. C'est pas comme un solide. Un solide, bon, c'est fait à la construction, à la base, à l'usine, puis une fois que une fois qu'elle est rendue solide, hein, au départ, on fait des fusions, on travaille en liquide pour avoir les mélanges, on fait des mélanges en liquide. Là, ils sont solutions à l'usine, ils sont solutions liquides. Mais après, il s'est refroidi à température ambiante. Il revenait, bien sûr, s'échauffer par des fours pour atteindre des températures de fusion extrêmement élevées. Et puis après, ils vous fournissent les produits à température, je veux dire, température, comment est-ce qu'on appelle ça, normale, 25 degrés. Et à 25 degrés, le cuivre, il est solide. Le fer, il est solide. L'aluminium est solide. Donc là, vous n'avez plus à toucher sur une concentration imprécise de quoi que ce soit. Donc vous ne jouez pas avec les concentrations pour les solides. Mais ils le font à l'usine pour créer les amalgames. Les amalgames de substances ou tout simplement pour purifier. Hein. On n'est pas obligé d'avoir un amalgame dans des matériaux. Voilà. Et là, la concentration, elle n'est que jouée en usine. Voilà. Mais quand vous recevez un solide, là, vous n'avez plus à toucher dessus. Vous recevez un matériau avec une certaine résistivité, donc une certaine résistance, point. Et c'est vous qui avez choisi cette résistance parce que vous avez été acheter une résistance. Par exemple, si vous faites de l'électronique, vous allez chercher une résistance de telle nature et de telle valeur ohmique. Voilà. Voilà. Ça, vous avez été faire un choix par rapport à ce qui vous est fourni, qui est construit en usine. Par contre, en chimie, c'est pas comme ça. Vous êtes acteur. Vous êtes acteur si vous voulez, vous êtes acteur de votre solution. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien en augmenter qu'en diminuer, parce que vous avez, tout d'abord, il ne faut pas réchauffer à des températures extrêmement élevées comme dans les solides qui sont solides à température ambiante. Il ne faut pas les chauffer, les diminuer avec des fours très importants. Donc, vous avez affaire à un liquide. Le liquide, bon, voilà. L'eau, il est liquide entre 0 et 100 degrés. Donc quand vous êtes à 25, vous avez de l'eau liquide. Donc, et comment vous travaillez en laboratoire à 25, 20, 25, 10, 15 ou peu importe, 18 degrés, 25 degrés, l'eau il est liquide. Donc vous pouvez aller chercher de l'H2O pur et le verser tant que vous voulez. Bon, vous en rajoutez, vous en diminuez, vous pouvez jouer. Hein. Pour le sel, c'est le même. Prenez du sel solide, des grains de sel, NaCl, vous les mettez dedans, bon, comme bon vous semble, vous pouvez jouer, augmenter la concentration ou diluer. Voilà, donc vous êtes acteur de votre propre, comment est-ce qu'on appelle ça, solution électrolytique. Donc tout ça, c'est pour vous dire que la conductivité va dépendre de la concentration. Chose que il n'y avait pas pour les solides, parce que les solides, je vous dis, une fois que la concentration elle est faite en usine, vous recevez un matériau avec une certaine résistivité. Par contre là, vous pouvez jouer avec comment est-ce qu'on appelle ça,
la conductivité, qui vaut bien sûr 1 sur O. Voilà. Alors, je vous ai dit que ça dépendait, la conductivité va dépendre, je vais faire un résumé ici, de la nature du matériau. Ici, c'est pas un matériau parce que c'est pas solide, mais c'est la nature de l'électrolyte. Il dépend de la température et il dépend bien sûr de la concentration en ions. Ce sont les concentrations ioniques. Hein. Il y en a plus, c'est le moins. Voilà. Et plus la concentration en ions augmente, et plus la concentration. Le qui va augmenter, logiquement. Mais on verra après comment ça va se passer. On verra comment ça va se passer. On va vraiment voir comment ça va se passer. Parce que là, à ce moment-là, il faudra faire appel à... Parce qu'ici, on ne voit pas la concentration. Où est la concentration? On ne voit pas. Il faut la faire apparaître. Il faut un artifice pour faire apparaître la concentration. Et je vais vous dire comment on fera apparaître la concentration. Mais avant tout, je peux vous dire que le qui dépend de la température. D'ailleurs, je vais aller vous chercher sur Internet le qui d'une substance chimique. Bon, à une certaine température, bien sûr, qui sera donnée à 18 degrés Celsius. Donc, ce qui veut dire que si vous faites des études de dissociation électrolytique, et vous voulez mesurer les conductivités, vous les mesurez tous à 18, hein, parce que s'il y en a un que vous mesurez à 25, l'autre à 36, l'autre à 45, ça n'a aucun sens. Il faut tous les mesurer à une température constante de laboratoire, 25 ou 18. 18, c'est une bonne température que généralement que les gens utilisent. Hein. 18 ou 25 degrés, donc une température constante. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une influence de la température ou que vous changez les conditions de laboratoire de température, parce que sinon, c'est normal que la résistivité va changer. Hein. Pour une même substance, la résistivité va changer. Alors que vous n'avez pas bougé à la concentration. Hein. Vous n'avez pas bougé à la concentration, vous avez toujours la même substance, mais vous jouez avec la température, donc fatalement, la conductivité va changer. Alors, je vais prendre sur Internet le KCl. Oui, si je veux une influence de la température, il me faut deux températures. Hein. Voilà. Alors, je vais faire un tableau et je vais prendre pour donc du KCl qui est du chlorure de potassium. C'est un sel. C'est un sel. Donc ici, ce n'est pas du NaCl, mais c'est du KCl. Bon, je vais mettre une substance électrolyte. Bon, je vais mettre un thermomètre, bien sûr. Un thermomètre, voilà, on va plonger un thermomètre et voir la température. Bon, on doit avoir une température. Bon, on va faire sur deux bases. Une température de 0 et une température à 18. Et on va mesurer la conductivité électrique. On sait mesurer la conductivité électrique par des appareils électroniques. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, quand on dit conductivité électrique, normalement, on peut dire aussi conductibilité. Hein. Conductibilité. Voilà. Donc, on va mesurer pour une température de 0 degré Celsius et pour une température de 18 degrés Celsius. Voilà. Ceci étant dit, on va mesurer le qui, donc la résistivité ou conductibilité, enfin, la conductivité ou la conductibilité qui est égale à l'inverse de la résistivité, qui est bien sûr donnée, je vous l'ai dit tout à l'heure, en Siemens. Ça, c'est la résistivité est en ohm centimètre. Donc on aura soit des mots, mais c'est une ancienne unité, des mots par centimètre, ou des Siemens par centimètre. Bon, mais ici elle sera donnée en Siemens par centimètre. Hein. Bon, voilà. Siemens par centimètre. Ouais, ici aussi ça va être Siemens par centimètre, c'est la même unité. Hein. Bon, je vois pas pourquoi, si je vais faire une comparaison, je vais prendre les mêmes unités. Alors, sur Internet, il est indiqué que la conductivité du KCl, qui est le chlorure de sodium, qui est un sel, voilà, de 0,007
J'espère que c'est bon, parce que moi, quand je regarde sur Internet, je me fie à ce que je vois. Bon. Je veux dire, je ne vais pas commencer à aller faire des laboratoires pour... voilà, bon, je me fie... Moi, je ne suis pas dans des conditions de laboratoire. J'ai pas un laboratoire ici pour vous montrer tout ça et vous mesurer, parce que, voilà, là, il faudrait mettre je devrais mettre en condition de labo avec les appareillages, mais je n'ai pas tout ça. Je m'excuse, je n'ai pas tout ça. Donc, fatalement, moi, bien que je me fie à quelque chose, il faut bien que j'aille voir sur Internet, hein. Voilà, c'est Internet qui me dit quoi que ce soit, mais maintenant je me fie, je me dis bon, c'est plausible que ce qu'il raconte. Moi, s'il raconte une bêtise, ben, je serai dans la bêtise comme eux. Voilà. Et de toute façon, c'est à vous un petit peu à vérifier ces valeurs-là, parce que si j'indique ça, ben, allez quand même vous contrôler. Je veux dire, vous tapez KCL et vous faites plusieurs sites et vous regardez si les sites sont, je veux dire, s'orientent vers la même direction, qui vous donne la même valeur à 18 degrés Celsius pour un kit de données, bien sûr, dans l'unité qui est le Siemens par centimètre, parce que si c'est une autre unité, fatalement, vous n'aurez pas 0,07. Alors, je me fie à ça. Je vous dis, moi, j'ai pas de laboratoire, hein. Sinon, je ferai un laboratoire, je vous montrerai comment on fait. Il faut, bon, voilà, une pile, du KCL. Il faut un berlin. Il faut, bon, du KCL en présence. La matière, c'est, il vous faut, bon, de la matière. Hein. Il faut vous fournir en matière dans le KCL. Il faut de l'eau pure, H2O. Vous mettez de l'H2O, le KCL. Vous mettez trempez le thermomètre. Vous prenez un appareil qui mesure la conductibilité électrique. Bon, à ce moment-là, bon, bien sûr, encore là-dessus, il faut encore, bon, étalonner l'appareil s'il n'est pas étalonné, voir s'il est bon, on a le bon zéro, et tralali, tralala. Bon, bon, il y a toute une procédure à faire avant de faire un laboratoire, hein. Bon, il faut voir si les appareils fonctionnent, et tout le tralali, tralala. Si donne des mesures, je veux dire, fiables, lui aussi, l'appareil peut vous raconter des conneries, hein. L'appareil peut vous raconter des conneries, des bêtises, parce que, bon, enfin, il n'est pas bête, c'est pas ça que je veux dire. L'appareil peut, vous lisez ce que vous voyez, mais si l'appareil, je veux dire, dysfonctionne, pour une raison ou l'autre, une erreur de talonnage, voilà, une erreur à l'intérieur de l'appareil, qui fait que, bon, un matériau dans l'appareil ne donne plus, bon, un courant bien spécifique, parce que, bon, il a vieilli, le matériau, il s'est peut-être oxydé, voilà, la courant ne passe pas très bien. Si c'est oxydé, le courant passe pas très bien, donc fatalement, il ne va pas donner des mesures correctes par rapport à un courant qui devrait ressortir avec une certaine valeur. Et bon, comme il est oxydé, les fils sont oxydés à l'intérieur, ou qu'il y a une mauvaise... Voilà, il peut y avoir une multitude de paramètres qui fassent en sorte que l'appareil ne donne pas une lecture, je veux dire, fiable, hein, voilà. Et l'appareil doit être fidèle et précis. Bon, vous allez faire 10 fois la même mesure, il doit vous donner 10 fois la même mesure, mais est-ce que ces 10 fois la même mesure sont voilà, bonnes? C'est pas dit, parce que je vous dis, si l'appareil en lui-même il n'est pas bon, voilà, il va vous donner 10 fois les mêmes mesures, mais 10 fois parce que l'appareil à l'intérieur, bon, soit il n'est pas étalonné, soit il y a des problèmes à l'intérieur de l'appareil, qui va vous donner 10 fois les mêmes mesures. Ouais, vous allez y croire, mais en fait, c'est pas forcément bon. Voilà. Le tout, c'est qu'il doit être précis. Voilà, et la précision, c'est justement ça. L'appareil doit être neuf, testé, testé par des organismes spécialisés qui vous dit que, bon, l'appareil est précis. L'appareil est précis jusqu'à une certaine pourcentage, parce que la précision n'est jamais précise à 100%. Voilà. On a toujours une imprécision due justement à la composition des matières qui sont à l'intérieur et du système pour lequel l'appareil est construit. Bon, ceci étant dit, bon, ça n'a rien à voir, c'est dans l'instrumentation qu'on parle de tout ça, et donc je me fie à l'instrumentation, mais c'est pas dit que l'instrument va vous donner quelque chose de valable, parce que vous allez faire un labo, vous allez marquer les valeurs, mais peut-être que ces valeurs-là sont mauvaises parce que l'instrument il est pas bon. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avant tout tester ces appareils en conditions de laboratoire, hein. D'abord tester ces appareils, voir si tout fonctionne correctement, étalonner les appareils, préparer tout ce qu'il faut, bon, et voilà, et à partir de là, on peut, quand tout est préparé, on peut faire son laboratoire. Bon, enfin bref, moi je me fie ici aux valeurs que je vois sur internet, bon, et je vais le faire à 18, non, là on a à 0, et là à 18 pour le KCL, le sel 0, 0,112. Voilà. Ceci étant dit, bon, vous voyez que la température à 18 degrés, moi, la conductivité ou la conductibilité, c'est nettement amélioré. Et c'est normal parce que, regardez bien, en hiver, qu'est-ce qui se passe avec les batteries? Ben, en hiver, les batteries, bon, dysfonctionnent fameusement parce que la température est très basse, hein. On est même en dessous de 0, parce que s'il gèle, bon, on est en dessous de 0 degré. S'il gèle, bon, on a une conduction qui est très faible. Donc, fatalement, ça c'est pas suffisant parfois pour... surtout si vous allez laisser longtemps.
longtemps au froid. Bon, c'est pas que vous les avez laissés, c'est parce qu'on a laissé, il y a des batteries très, très fortes maintenant, c'est plus comme avant. Mais je veux dire, maintenant, vous allez laisser, bon, 4-5 jours avec un gel important, vous n'allez pas allumer pendant un certain temps, ben c'est normal que la batterie va se décharger parce que la condition de température, rien qu'à elle seule, vous fera en sorte que la conductivité ou la conductibilité va diminuer. Donc c'est normal que bon, la batterie va peiner à démarrer. Va peiner à démarrer. Bon, ceci étant dit, bon, on rencontre souvent des problèmes de batterie en hiver. Bon, il faut soit les recharger, mais maintenant, à force de trop les laisser geler, ben, la batterie, soit elle peut tomber en panne, je veux dire temporairement, mais comme elle peut aussi tomber en panne, je veux dire. Et maintenant, ben, il faudrait la recharger, mais attention de ne pas tomber en panne quelque part, parce que c'est vrai que bon, je dis ça, mais si vous la rechargez, bon, elle tient sa charge, ça va, mais si vous la rechargez qu'elle ne tient plus sa charge, ben, n'allez pas trop loin, parce qu'à ce moment, vous allez avoir une panne loin. Il faudra changer la batterie. On doit juste changer la batterie, bon, ça demande la nécessité de déboulonner juste 2 vis pour enlever, je veux dire, comment on appelle ça, les boulons qui tiennent les cosses, qui se fixent aux cosses. Je vous rappelle que les cosses doivent être désoxydées. Il faut aller avec de la tôle émery sur l'oxydation qui peut se présenter sur les cosses de cuivre, parce que c'est aussi ça fait en sorte qu'on a un mauvais passage du courant, les oxydations. Donc il faut gratter le boulon et gratter en même temps les cosses. Voilà, parce que ça s'oxyde. À la longue, les contacts s'oxydent. Voilà, ça donne un mauvais passage du courant. La densité de courant est moindre quand on a, je veux dire, de la rouille ou de l'oxydation. Voilà. Parce que quand on a du cuivre, c'est de l'oxydation. Quand on a du fer, ça rouille. Voilà, alors ceci étant dit, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit bien que la conductivité fonctionne de la température. Hein. Voilà, je vous ai pris du KCl, le sel, ben, fatalement, il conduit mieux à 18 qu'à 0 degré. Bon, maintenant, voyons voir. Ça, on a vu que pour la nature de l'électrolyte, d'un électrolyte à l'autre, ben, c'est pas le même. Vous allez prendre du KCl, vous allez prendre du NaCl, ou vous allez prendre de l'H2SO4, c'est pas le même. D'ailleurs, dans les batteries, on utilise un acide fort qui est, voilà, l'H2SO4, hein, ben, dilué. Hein. Ouais, ben, il n'est pas à 100%, mais vous comprendrez, parce que 100%, vous mettez votre doigt, vous êtes tout brûlé. Bon, maintenant, vaut mieux pas aller toucher un électrolyte d'une batterie, parce que bon, il y a quand même des sensations de brûlure, bien qu'il soit dilué, il est quand même, je veux dire, nocif, voilà, il est quand même nocif, déjà à sentir, nocif, voilà, il est dilué à un pourcentage, mais il n'est pas pur, parce que l'H2SO4 pur, c'est très dangereux, hein. Voilà, très dangereux, ça cause des brûlures, euh, voilà, au corps. Alors, et des fortes brûlures, hein, c'est pas des petites, hein, voilà, voilà. Alors, maintenant, ce que je voulais dire, on a regardé la température. Enfin, quand je dis forte brûlure, bien sûr, c'est par rapport à celui qui est plus concentré. Hein. Plus il est concentré, plus il est dangereux. Voilà, et maintenant, plus il est dilué, fatalement, plus il perd de l'effet de la dangerosité. Mais dans une voiture, il y a quand même un certain pourcentage, bon, voilà, mais il n'est pas pur. Ça, je peux vous dire qu'il n'est pas pur. Alors, l'acide sulfurique, lui, est une des substances les plus fabriquées dans le monde. Hein. Bon, voilà, l'industrie chimique, bon, fabrique l'H2SO4, qui est un des produits les plus fabriqués dans le monde. Bon, maintenant, voyons voir l'effet, enfin, la concentration. Alors, je vais toujours prendre le KCl. Le KCl, bon, avec différentes concentrations. Alors, je vais aller sur Internet. Toujours le KCl. On va prendre une température de 18. Oui, auparavant, je vous avais donné donc les températures de 0 et de 18, mais il y avait une certaine concentration quand même. Hein, c'était une concentration bien définie. La concentration était fixe à 0 et 18. Bon, la concentration fixe était elle était de 0 à 1 normal. Elle était de 0 à 1 normal. J'ai oublié de vous dire ça. 0 à 1 normal. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si je suis à 18, je vais tester pour 0 à 1 normal que je connais déjà, parce qu'en fait, c'était celle de tout à l'heure. C'était le 0,0
12, je crois. Hein. Vous allez voir sur internet, 112, 112, 112, 112. Voilà. 00, 112. Je m'excuse. Voilà, ça c'est à 18 degrés Celsius. Et ça c'est le qui toujours en Siemens par centimètre. Aussi bien là que là. Hein, bon. Alors maintenant, je vais regarder pour une fois normale. Alors, la normalité, ça a à voir avec les équivalents. Hein. Bon, attention à ça. Il faut tenir compte des équivalents. Bon, quand vous faites un calcul, bon, quand il y a des équivalents, il faut tenir compte. Hein. Voilà. Il faut tenir compte des équivalents, parce que quand vous faites vos calculs, si vous ne mettez pas l'équivalent, bon, si l'équivalent vaut 1, il n'y a pas de problème, mais si l'équivalent vaut 2 ou 3, bon, vous n'allez pas avoir bon dans la réponse. Donc il faut tenir compte des équivalents. Voilà. Alors, donc là, elle est une fois normale. Et là, à ce moment-là, la concentration augmentée de 0,1 normal à une fois normale. Et on se retrouve avec 0,0982 Siemens par centimètre. Bon, voilà, ça veut tout dire. Hein. Donc on l'a augmenté à 10 fois. Et plus vous allez augmenter cette concentration-là, et plus vous allez augmenter ces porteurs de charge. Hein. Plus vous allez augmenter les porteurs de charge, et donc plus elle va être conductrice. La solution va être conductrice. Donc voilà. Donc plus vous diluez, logiquement, attention, c'est logiquement, parce qu'il y a un autre facteur qui va intervenir après, vous allez voir, par après, ça va pas comme on l'entend comme ceci. Voilà, logiquement, quand on dilue, voilà, la concentration augmente. Quand on dilue, je m'excuse, je raconte une bêtise là. Quand on, de 0 à 1 à normal, voilà, la concentration a augmenté. Alors, pourquoi la conductivité ou la conductibilité qui a augmenté? Ben, c'est parce que vous avez concentré, si vous concentrez, ça augmente la conductivité car les transporteurs de charge augmentent au sein de la solution. Les transporteurs de charge, c'est normal, c'est la théorie de Arrhenius-Oswald. Les transporteurs de charge augmentent. Voilà, donc vous voyez que c'est dépendant de la température et de la concentration. Donc quand la concentration en ion augmente, mais fatalement, la concentration en ion augmente, donc fatalement vous avez les transporteurs de charge qui augmentent, et donc vous avez une augmentation de la conductivité, ou de la conductibilité électrique. Bon, ceci étant dit, bon, je terminerai cette vidéo aussi par vous dire quelque chose de fondamental qui va suivre la vidéo, la prochaine vidéo, que je vais développer, hein, parce qu'en fait, quelque part, vous voyez que ça dépend de la concentration. Ouais, c'est vrai que ça dépend de la concentration, vous venez de le voir avec un exemple. On pourrait faire ça avec plusieurs substances. Hein. Voilà, plusieurs substances. On pourrait voir que pour chaque substance, ben, si vous chipotez sur vous modifiez la concentration en ion, ben, fatalement vous avez le transporteur de charge qui augmente, et donc la conduction est meilleure. Hein. La conduction est meilleure. Une conductivité plus importante. Donc, le qui est égal à l'inverse de la résistivité. Oui. C'est bien ça, c'est bien. C'est bien. Ouais, ça, c'est valable aussi pour ce qu'on appelle la conductivité spécifique, oui, pour les électrolytes. Mais bon, c'est valable aussi pour les matériaux solides. Hein. Bon, parce qu'on a l'inverse de la résistivité. Pour les matériaux solides, ben, c'est ce qu'on appelle la conductivité ou la conductibilité électrique. Et donc, ça vous donne je veux dire, la capacité d'un matériau à conduire le courant électrique. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Mais il y a un petit problème là-dessus. Parce qu'en fait, je vous ai dit, bah ouais, ça varie en fonction de la concentration. Bon, pour les matériaux, on s'en fout de la concentration. Je vous dis, ça se fait en usine, donc on s'en fout. Quelqu'un qui veut calculer la conductivité, mais il démarre à partir de soit de 1 sur O,
Voilà, un sureau, il a la résistivité donnée par l'usine qui a fait ces tests, qui connaît la résistivité. Ben bon, on sait trouver l'inverse de la résistivité, parce que l'usine vous donne la résistivité, on sait trouver la conductibilité ou la conductivité électrique. On sait voir si le matériau conduit bien ou pas bien. Mais on fait confiance bien sûr à l'usine qui vous a testé ça, parce que bon, en laboratoire des usines, on leur fait confiance. On se dit, bon, ils disent la vérité. Hein. Bon, c'est toute une question de confiance. Bon, mais il y a un petit problème. Enfin, un petit problème, non, mais là, on a affaire à des électrolytes. Les électrolytes, bon, je vous ai dit, ça fait intervenir la concentration, alors que les solides, non, c'est juste en usine. Voilà. Donc, il y a la notion de concentration à faire intervenir là-dedans. Parce que bon, elle n'apparaît pas. Or, les concentrations, on sait les modifier, je veux dire, soi-même. Si vous faites un petit laboratoire par vous-même, vous savez les modifier. Chose que vous ne ferez pas avec un solide, parce que vous n'avez pas le four pour atteindre une température de fusion du fer ou du cuivre. Voilà, vous n'avez pas des fours comme ça. Donc, c'est des fours qui coûtent extrêmement cher, qui sont achetés par des usines pour être bien précis. Voilà. Donc, vous ne savez pas jouer sur la concentration au niveau de la construction voilà, du matériau solide. Voilà, pour le, puis il faudrait le refroidir pour le rendre à température ambiante solide. Voilà, passage four vers température ambiante, qui deviendrait solide à la température ambiante. Mais ici on est en liquide, donc on peut jouer avec les concentrations. Mais le problème c'est qu'il faudrait faire intervenir un facteur qui fasse apparaître comment on appelle ça, la concentration. Et voilà qu'apparaît, je veux dire, une nouvelle conductivité électrique qui va faire apparaître la concentration. Alors, attention que c'est fondamental, ça c'est une définition. Hein. Voilà, donc on a créé pour les besoins de faire apparaître la concentration, ben, ce fameux qui pour lequel on va faire apparaître la concentration. Alors, comment Eh bien, on va juste multiplier par un facteur petit v. Petit v, bien sûr, le qui, je vous ai dit qu'il est en Siemens par centimètre. Voilà. Donc ça, je vous rappelle que c'est 1 sur O fois V. Alors, ici, ça a été défini comme ça. Hein. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, ou micro-caisse. Bon, il faut accepter ça comme ça, parce que dans les calculs, si vous ne faites pas intervenir le fameux V, là, ben, vous n'aurez pas bon dans le lambda. Alors, et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Bon. Ce petit v, pour faire apparaître voilà, les concentrations ou les dilutions, hein, bon, concentration, dilution, parce que la dilution c'est l'inverse de la concentration. Plus on concentre, plus c'est concentré. Moins on concentre, plus on dilue. Donc quand on joue avec la concentration, la dilution, ben, ça ne change rien. Bon, mais le tout, c'est de faire intervenir la normalité. Mais quand on parle de normalité, ça fait intervenir bon, les expressions de la concentration en fonction d'équivalent. Voilà. Donc ici, on va faire intervenir des notions de concentration en relation avec des équivalents. Des équivalents. Bon, et on va se dire que le petit v ici, c'est le nombre de centimètres cubes que renferme un équivalent de substance. Donc un équivalent de solution. Donc on a un équivalent de substance ou de solution. C'est le nombre de centimètres cubes qui renferme un équivalent. Un équivalent de substance. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va définir le fameux V là. Et là maintenant on peut parler en termes de concentration, sans aucun problème. On peut parler en termes de dilution, de concentration, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc là, on va faire intervenir des tableaux de mesure, où on va mesurer ce fameux lambda. Alors, ce lambda-là, c'est ce qu'on appelle la conductivité non plus spécifique, parce que qui c'était la conductivité spécifique. Mais là, c'est la conductivité, et comme il fait intervenir un équivalent de substance de solution, eh bien, on parlera de conductivité équivalente. Conductivité équivalente. Ah.
Alors bon, c'est qu'il y a des petites différences, il faut trouver les unités. Alors, celui-ci, le volume, c'est l'équivalent pour un équivalent qui va représenter une quantité en centimètres cubes. Mais on sait bien que ceci, c'est déjà des Siemens par centimètre fois des centimètres cubes. Mais on a des Siemens fois des centimètres carrés. Ou des mots centimètres carrés. Ou des O-1 centimètres carrés. Mais les mots, c'est une ancienne unité. On n'utilise plus hein, ceci, les mots. C'est des ohms divers à l'envers, des ohms à l'envers. C'est oméga à l'envers. Alors on n'utilise plus ça, les mots. Mot qui est l'inverse de l'écriture de ohm. Ah, donc c'est de ohm-1 si vous voulez, ou des mots. Ouais, ça c'est l'ancienne unité. Donc on parle maintenant de Siemens, centimètre carré. Donc la conductivité équivalente s'exprime en Siemens fois des centimètres carrés. Voilà. Et ceci termine cette vidéo parce qu'en fait, maintenant, je vais discuter de ce lambda pour ne pas faire un mélange. Bon, voilà, avec le qui et le lambda, ben, je vais dire, stopper cette vidéo aussi et faire en sorte que cette vidéo-là se suffit à elle-même. Voilà, je vous remercie beaucoup.